Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur le campus de Sciences Po à Menton. Un immense merci pour votre présence. Bienvenue aussi à vous, Madame Amy Green, sur le campus de Sciences Po à Menton. Et à vous aussi, un immense merci pour votre présence. Vraiment, ça nous rend très heureux que, je vais le dire quand même pour la salle, pour vous, en tant que franco-américaine, experte des États-Unis, vous ayez accepté de passer cette soirée de Thanksgiving avec nous, plutôt que auprès de vos compatriotes pour qui c'est un jour très important. Je pense que vraiment, il faut que nous mesurions l'honneur et la chance qui est la nôtre ce soir. Donc vraiment... Ils sont tous en train de se gaver et regarder le foot à la télé, donc en fait c'est plus intéressant aussi. Non, vraiment, merci infiniment. Ça nous fait très très plaisir de terminer cette année civile 2024 en beauté sur une thématique éminemment intéressante et d'actualité, les États-Unis d'Amérique. C'est la dernière conférence de l'année 2024. Nous vous remercions beaucoup pour votre fidélité. Je vous dirai deux mots en conclusion des prochains événements dont nous connaissons déjà la date et le thème. Mais ce soir, notre invitée d'honneur est Madame Amy Green. Donc je le disais, vous êtes aussi d'ailleurs diplômée de Sciences Po, donc c'est une maison qui vous est quelque part familière. Vous y aviez travaillé. C'est d'ailleurs comme ça que nous nous étions connus, nous étions collègues. Il fut un temps, il y a quelques années. Vous êtes experte des États-Unis, de son actualité, de sa politique. Vous partagez vos analyses notamment pour l'Institut Montaigne. Vous avez publié très récemment l'ouvrage dont la couverture s'affiche dans mon dos, L'Amérique face à ses fractures, qui a connu un vrai succès de librairie. On vous a entendu le présenter à la radio, à la télévision. On savait déjà que vous veniez à Menton, donc nous étions très fiers de vous voir le soir des élections depuis Washington pour France Télévisions, partager vos analyses en direct. Nous avons été aussi éminemment fiers de voir qu'un ancien président de la République qui a décidé de se lancer dans des missions de journaliste et qui a créé un podcast, François Hollande, pour ne pas le citer, eh bien, son premier invité de cette nouvelle expérience ça a été vous, Madame Amy Green. Donc ça, vraiment, ça nous a rendu aussi très fiers. Vous allez partager avec nous ce soir vos analyses. À la fois, vous allez d'abord nous présenter votre ouvrage. Je tiens à dire d'ailleurs que pour celles et ceux qui l'achèteront, qui le feront dédicacer et qui l'ouvriront à la page 11, eh bien, vous pourrez lire ces quelques mots pour commencer. Les États-Unis vont très mal. Voilà. Et ça, je pense que ça donne un peu le ton de l'ouvrage et de la situation. En tout cas, ça donne envie de continuer de le lire. Voilà, je me le suis acheté pour préparer la conférence de ce soir. Il est vraiment très intéressant, très abordable. Merci infiniment. Donc, ce sera à la fois l'occasion de présenter votre ouvrage, mais aussi dans cette actualité très forte, et on voit, donc il y a eu bien entendu les élections, vous en connaissez le résultat, mais chaque jour qui passe nous annonce notamment la nomination de ministres ou de proches ou de conseillers ou de représentants, par exemple pour l'Ukraine, auprès du président nouvellement élu. Avec quelques étudiants que je vois ici dans la salle, nous étions hier à Monaco pour assister à une conférence d'un journaliste, Alan Friedman, qui nous a partagé un tableau particulièrement sombre de la situation et de ce qui nous attend pour ce mandat de Trump numéro 2. Donc j'espère que vous embrosserez, en tout cas que vous nous partagerez quelques motifs d'espoir, parce que c'est vrai qu'après la soirée d'hier, le moral est un petit peu dans les chaussettes. Mais en tous les cas, voilà, c'est vrai que comme il le disait hier, des élections américaines, et notamment avec le profil du nouveau président, ça a des impacts très concrets dans la vie de vos concitoyens, mais aussi pour la planète dans son ensemble. Donc à nouveau, merci infiniment, et je sais que nous allons passer une très belle soirée. Et je terminerai mon propos en vous donnant simplement rendez-vous pour nos prochains événements dont nous connaissons déjà la date. Nous commencerons, vous le savez peut-être, nous avons mis en place un partenariat avec le cinéma L'Éden à Menton. Nous avons déjà organisé 2 projections. La troisième sera le lundi 20 janvier 2025 à 20h. C'est un documentaire extrêmement intéressant sur la MINUSMA, c'est la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali. Ce documentaire, qui a été notamment soutenu par la chaîne de télévision Public Sénat, s'appelle
colombe sans gravité. Et nous aurons la chance d'avoir le réalisateur parmi nous, lundi 20 janvier 2025 à 20h, au Cinéma l'Éden. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. C'est une projection qui s'inscrit dans le cadre du programme de l'école d'hiver du campus. Et puis, nous sommes aussi très fiers de compter parmi nos prochains invités. Je ne sais pas si vous arrivez à le lire, mais nous vous le dirons très, très prochainement. Donc, l'ouvrage s'appelle « Des idées nouvelles pour l'Europe ». Il a été écrit par Enrico Letta, qui est un ancien Premier ministre italien. Donc ça a été publié à la fin du mois d'octobre chez Odile Jacob. Il a remis au printemps dernier un rapport pour le Conseil européen autour de l'avenir du marché unique et de ses propositions pour l'Europe. C'est pour ça que ça s'appelle « Des idées nouvelles pour l'Europe » avec les femmes et les hommes qui la font. Donc c'est une série d'entretiens conduits dans près de 45 villes européennes avec des gens tout à fait normaux qui nous ressemblent, des commerçants, des habitants, des enseignants, des citoyens, voilà, sur cet objet politique qui forme notre quotidien et qui nous a tant apporté depuis sa création, mais parfois on en oublie aussi toutes ces retombées positives, notamment avec l'actualité en ce moment. Donc voilà, il sera là et ça sera le jeudi 13 février 2025 à 18h30. Voilà, vous pouvez d'ores et déjà l'inscrire à vos agendas, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Mais ce soir, il ne s'agira pas d'Europe, mais d'un autre continent, les États-Unis d'Amérique, et nous vous souhaitons, toutes les équipes du campus de Sciences Po à Menton, et je suis sûr que les étudiantes et les étudiants s'associent à moi, une excellente soirée. Merci beaucoup. Pardon. On va recommencer. Merci beaucoup, Youssef, pour cette introduction et merci à vous d'être là ce soir. Je suis ravie d'être sur ce campus que je connais depuis bien longtemps, mais c'est la première fois depuis quelques années que j'ai remis les pieds et je suis vraiment très heureuse d'être là avec vous. Alors, l'idée, c'est que je parle un petit peu quand même, puis on passe à la discussion parce que c'est ça qui est le plus intéressant, c'est de pouvoir se poser des questions et même débattre des sujets. Et donc là, je vais aborder ce temps peut-être de la manière suivante. Il y aura une partie peut-être à la fin où je commente un peu plus le résultat, pourquoi on a eu ce résultat-là, qu'est-ce que ça nous dit finalement des envies des Américains, de la volonté des Américains, mais surtout, je vais passer un peu plus de temps à faire un peu les deux, c'est-à-dire présenter mon livre, parce que finalement, le livre, il explique bien, il dresse le portrait d'un certain nombre de facteurs qui permettent de comprendre justement cette victoire. Donc, ce sont des tendances de fond qui traversent la société américaine depuis une quarantaine, une cinquantaine d'années. Et finalement, ce sont des facteurs qui ont permis l'émergence d'une offre politique comme le trumpisme. Et donc, en fait, finalement, ça reste très pertinent, même si on sait déjà qui a gagné. Ce sont des facteurs qui, effectivement, ont contribué à la montée de Donald Trump. Et ce sont aussi des choses qui doivent être résolues si les États-Unis vont rechercher ou retrouver plutôt l'union qui leur manque cruellement aujourd'hui. Donc, effectivement, je vais parler peut-être de plusieurs choses. D'abord, il y a un contexte de souffrance générale. Et là, vous allez trouver ça vraiment dans le livre. Il y a un contexte de souffrance donc, qui touche la vie quotidienne des Américains, qu'ils soient démocrates, républicains ou rien, ni l'un ni l'autre, je veux dire. Et ce sont des choses qui, effectivement, impactent l'intimité, la vie de famille, la vie professionnelle, les perspectives même des Américains, qui remettent en question notamment le rêve américain. Donc cette promesse originale qui permet aux Américains justement de s'accrocher à un ascenseur social et de véritablement améliorer leur vie. Et donc je vais parler de ces souffrances-là et ensuite je vais parler du contexte institutionnel qui est d'une certaine manière le résultat ou qui suscite beaucoup de frustration parce que justement ce cadre-là n'est plus capable de répondre aux souffrances quotidiennement vécues par les Américains et cela contribue à un certain nombre de choses, de frustration, de conséquences, etc. Donc je vais parler vraiment de cela et puis peut-être entre les deux je vais vous parler également des transformations sociétales qui peuvent également contribuer à de nouvelles aspirations et de nouvelles réactions et donc d'expressions nouvelles en politique. Alors, il est vrai que là, quand j'ai fait le pari d'écrire mon livre, je m'étais quand même posé un certain nombre de questions.
Typiquement, et là c'est quelque chose qu'on entend beaucoup si on suit la presse un peu sur les États-Unis, c'est pourquoi les choses se passent si bien économiquement quand on lit le journal, mais en même temps, on a l'impression, si on écoute les Américains, que les choses se passent mal. Comment est-ce que les États-Unis peuvent être un pays qui a la meilleure de la recherche scientifique du monde? Pardon, je sais, je suis en France, mais les États-Unis attirent justement une population d'immigrants, notamment de partout justement, qui cherchent l'excellence universitaire et scientifique aux États-Unis. Mais en même temps, il y a le tel sentiment de stagnation. Donc, comment est-ce que ces choses-là peuvent coexister? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, au fur et à mesure de rentrer aux États-Unis, évidemment, c'est mon sujet d'expertise, mais c'est aussi mon pays, donc je suis personnellement concernée par le sujet. Et au travers des années, des 17 ans maintenant, je suis en France, et puis je rentre aux États-Unis plusieurs fois par an pour des séjours plus ou moins longs, et j'ai constaté une véritable précarisation et dégradation, petit à petit. Et donc, on a peut-être tous l'impression que les choses étaient meilleures ou un peu différentes à notre époque, etc. Mais sans vouloir tomber justement dans ce caricature, j'ai constaté réellement qu'il y avait un effritement. Et je voulais comprendre en fait d'où vient cet effritement et quelles en sont les conséquences. Alors, si on va partir de la question de la souffrance, et je les caractérise comme un peu les plaies de l'Amérique, je suis partie d'un constat assez factuel. C'est que l'espérance de vie aux États-Unis chute pour la première fois depuis 150 ans. Donc ça représente sur un pays qui a à peine bientôt 250, vous voyez que c'est à peu près 60% de son histoire, un peu plus. Et donc là, ça commence à rebondir, etc. Mais ce n'était pas uniquement explicable par le Covid. Donc je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas si les conditions ne sont pas réunies pour que l'espérance de vie continue d'accroître. Au contraire, ça baisse. Et donc je suis partie de là. Alors, pour comprendre en fait la condition sociétale, sociologique ou l'état d'esprit des Américains, il faut comprendre ces souffrances-là. Ce sont un certain nombre de souffrances qui touchent, comme je vous ai dit en introduction, le portefeuille, la santé, les perspectives économiques et sociales des Américains. Qu'ils soient, encore une fois, démocrates, républicains, en ville, dans les ruralités, en banlieue, etc. Qu'ils soient blancs, noirs, hispaniques, latines, Asian American, etc. C'est vraiment quelque chose qui commence à faire système. Et donc, il faut comprendre à la fois les différents facteurs, mais aussi la communication ou l'articulation de ces facteurs. Donc là, typiquement, on peut peut-être partir sur la notion des inégalités socio-économiques aux États-Unis qui effectivement font défaut à cette promesse du rêve américain. Pour moi, j'entends le rêve américain, avec le travail acharné, on peut commencer avec presque rien du tout, voire rien du tout, et on peut s'en sortir. Et si on n'arrive pas nous-mêmes à s'en sortir beaucoup, on peut quand même promettre mieux à nos enfants. C'est ça la promesse un peu fondatrice des États-Unis. Et en fait, finalement, les problématiques socio-économiques, les inégalités, freinent justement ce rêve. Nous avons pensé, il y avait, il y a des économistes qui ont qualifié ou quantifié plutôt la sortie de la pauvreté, donc l'ascension sociale aux États-Unis. Pendant la période vraiment glorieuse qu'a connue l'Amérique, il a fallu 3 générations pour sortir de la pauvreté. Donc si vos grands-parents sont nés pauvres, vous, aujourd'hui, vous aurez toutes vos chances de ne pas l'être, d'avoir une meilleure statut socio-économique, une vie meilleure. Alors tout récemment, les économistes ont réévalué les différents chiffres qui permettaient de mesurer cette ascension sociale. Et ils se sont rendus compte que désormais, il faut 6 générations aux États-Unis pour sortir de la pauvreté. Alors, nous qui vivons dans une France qui a connu des mouvements des Gilets jaunes, des différents mouvements qui nous montrent justement qu'il y a une colère dans la société française, moi, j'ai pensé très sincèrement qu'en France, ça pouvait être encore plus long. Mais non, j'étais surprise d'apprendre qu'aux États-Unis, ça prend plus de temps de sortir de la pauvreté qu'en France. Donc finalement, l'ascension sociale en France va beaucoup plus vite qu'aux États-Unis. Et donc, il faut savoir que cette promesse-là, elle ne marche plus. Typiquement, si on va regarder qu'est-ce qui constitue les inégalités socio-économiques principales, il y a à la fois la question de la stagnation des salaires. Effectivement, les salaires ont le plus augmenté depuis 50 ans, depuis les années 70. Pour les classes CSP, CSP+, les Américains les plus riches, ils ont connu la plus d'augmentation dans les salaires.
Et en revanche, les classes populaires et la classe moyenne, elles ont connu effectivement une véritable stagnation, avec l'effritement de la classe moyenne qui autrefois a détenu 60% de la richesse des États-Unis. Et depuis 30-40 ans, la part de la richesse de cette classe moyenne baisse et la part de richesse des classes CSP, CSP+, ne cesse d'augmenter. Si vous allez regarder les classes populaires, en 70-73, parmi les plus pauvres aux États-Unis, ils ont gagné un salaire moyen de $20,000 par an. Il y a 4 ans, ce chiffre était de $28,000 par an. Donc c'est quand même, en espace de plusieurs décennies, ce n'est pas une sacrée évolution. Et donc finalement, on voit que cette inégalité, quand vous allez prendre des statistiques comme les principes économiques comme le coefficient de Gini, qui entre 0 et 1 permet de qualifier les sociétés en termes d'égalité, avec le plus inégalitaire, ça veut dire qu'il y a la richesse détenue par une seule personne, et le plus égalitaire, ça veut dire une parfaite distribution de la richesse. Les États-Unis se trouvent à 0,43%. Et donc, pour vous donner une idée de comparaison, il faut aller en Russie ou en Inde, justement, pour trouver une inégalité pareille. Donc, c'est pour montrer que les États-Unis deviennent très inégalitaires de ce point de vue-là. Donc, il y a la stagnation, mais il y a d'autres facteurs économiques, et je vais revenir là-dessus du point de vue sociétal, mais il y a d'autres facteurs socio-économiques qui accentuent en tout cas cette stagnation-là. C'est parce que la vie coûte très très cher, finalement. Qu'est-ce qui coûte cher? Et d'ailleurs, c'était véritablement le sujet de l'élection. Entre autres, il y avait 2-3 sujets, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une telle augmentation des prix, et c'est une tendance qui est assez continue. C'est pas depuis 4 ans, c'est pas depuis 8 ans, c'est depuis véritablement 30-40 ans que les coûts de logement augmentent, les coûts de l'alimentation augmentent, les coûts des frais médicaux augmentent grossièrement, même plus que d'autres choses. Et donc finalement, la consommation est assez facile aux États-Unis. Mécaniquement, on peut acheter une télévision avec beaucoup de facilité. On a accès à l'argent qui coûte très très peu cher finalement. Donc on peut prêter de l'argent pour faire creuser une piscine ou pour ajouter une annexe sur la maison, etc. Après, on est endetté. Mais pour tout ce qui fait véritablement les premières nécessités de la vie, cela devient de moins en moins abordable. Donc, typiquement, si vous considérez des frais médicaux qui ont flambé, qui ont plutôt explosé de 300% finalement en espace de, je crois que c'est 2 décennies, pardon, c'est dans le texte, mais j'ai oublié l'échelle de temps. Mais c'est très très peu de temps finalement. Aujourd'hui, typiquement, l'accès à l'achat immobilier devient de moins en moins accessible. Il y a une véritable crise de logement de ce fait. Et par ailleurs, les frais de loyer aussi deviennent très lourds. Et donc finalement, il y a véritablement une difficulté à se faire loger dignement aux États-Unis. L'alimentation, c'est pareil. Nous avons le principe qu'on connaît aussi en France, c'est des déserts alimentaires, là où il faut aller beaucoup de kilomètres pour accéder à des supermarchés, à l'achat des fruits et légumes à un prix abordable. Et typiquement, on va voir que la concentration des supermarchés de l'alimentation saine et fraîche, se situe plutôt dans les quartiers plus aisés, et que pour les Américains les plus vulnérables, les plus pauvres notamment, ils ont accès à ce qu'on voit ici, des épiceries où vous avez 3 bananes assez pourries devant. Ça ne donne pas très envie, mais surtout, ils vendent pour un prix pas très cher du tout, l'alimentation industrielle, grasse, calorique, etc. Donc finalement, quand on veut s'alimenter, on a des choix très difficiles à faire en tant qu'Américains, et en effet, même pour des choix industriels, etc., ça devient de plus en plus cher. Donc ces inégalités socio-économiques sont effectivement accentuées ou aggravées, en tout cas, par d'autres frais afférents à la vie quotidienne qui deviennent très difficilement supportables. Et puis après, quand vous allez regarder d'autres éléments qui pourraient permettre, notamment aux jeunes, d'accéder à une autre perspective professionnelle, même financière dans la vie. On va voir les frais des universités. Là, je regarde des étudiants qui connaissent ça parfaitement, mais les frais de scolarité aux États-Unis à l'université coûtent très très cher aussi. Et donc, les meilleures universités, typiquement, coûtent entre 80 et 100 000 $ par an, toutes choses confondues. Donc, finalement, là aussi, cet ascenseur qui a été peut-être plus facilement accessible à la génération des parents, des grands-parents, aujourd'hui se ferme petit à petit, justement, à la jeune génération. Il y a d'autres types de problématiques qui vont venir toucher vraiment
percuter la vie quotidienne des Américains, qui relèvent peut-être davantage des questions sanitaires ou de la santé. J'ai évoqué tout à l'heure la question des frais médicaux. Il est vrai qu'aux États-Unis, nous n'avons pas le même système de couverture maladie qu'ici en France ou dans la plupart des pays industrialisés dans le monde. Donc typiquement, on n'a pas une couverture publique, sauf pour quelques populations, les plus âgées et les plus pauvres. Il peut y avoir une option publique qui est très peu coûteuse, mais finalement, la grande majorité d'Américains, ils doivent effectivement acheter leur assurance maladie et acheter son assurance maladie, qui peut coûter jusqu'à $2 000 par mois pour avoir le droit à une couverture plus ou moins avantageuse. Mais après, tout acte est payant et les actes coûtent très très cher, avec des franchises aussi qui sont très hautes. Donc finalement, le poids que représentent les frais médicaux dans une famille lambda devient aussi rédhibitoire, de telle sorte que, et on a parfois les mêmes problématiques qu'on voit en France, en tout cas quand on regarde le JT, des personnes qui doivent faire le choix entre électricité, aller chez le médecin, des vacances d'été, soigner un douleur dans le coude, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sont des problématiques qui aussi effritent la confiance des Américains parce qu'ils se sentent en situation d'incapacité de prendre les devants et ils ont l'impression de subir. Et typiquement, il suffit en effet un accident de la vie pour se trouver endetté en allant de plusieurs centaines de dollars jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Ce qui mène à des stratégies assez innovantes. Typiquement, les Américains, ils peuvent, pour éviter les taux d'intérêt très élevés pour le non-paiement d'une facture médicale, ils vont se procurer une carte type American Express où ils peuvent en effet rembourser la dette, mais American Express propose aussi des taux d'intérêt très élevés. On n'a pas le système de prélèvement comme en France. Et donc, finalement, je ne sais pas comment on dit en français, on prend de pierre pour donner à Paul, mais finalement, c'est la famille qui souffre. Aujourd'hui, un Américain sur 5 considère qu'il n'aurait pas épongé sa dette médicale avant de mourir. Donc, c'est pour montrer à quel point c'est une dette qui devient structurante pour un nombre croissant de foyers. Il y a des personnes qui, pour réduire le train de vie, justement, pour pouvoir éponger cette dette-là, et ce n'est pas anecdotique, c'est quelque chose qui devient de plus en plus prévalent. Ils downsize, donc ils choisissent des domiciles plus petits, donc ils vendent la maison pour prendre un appartement. Ils renoncent effectivement à d'autres choses, des projets comme effectivement se marier, faire des études. Ils reportent les inscriptions à l'université pour leurs enfants. Donc c'est vraiment des choix difficiles et douloureux qui donnent l'impression, et qui sont peut-être même factuellement vrais, que la qualité de vie devient difficilement tenable aux États-Unis. Nous avons d'autres problématiques aussi, je ne vais pas les lister toutes, mais en effet, on a la problématique des armes, une société surarmée avec la violence commise par des armes qui est au-delà de toute courbe normale dans les pays similaires. On a la crise des opioïdes qui coûte la vie à plus de 200 personnes par jour aux États-Unis. Et d'ailleurs, ce sont des personnes qui peuvent vivre dans des endroits aussi différents que la Virginie occidentale, qui est dans les Appalaches, qui est très rurale, très pauvre, où j'ai quand même un peu de famille, et qui vote Trump, et puis à San Francisco, où les gens sont plutôt Kamala, et qui est très libéral, très à gauche, où vous allez voir sur des espaces très très étendus, enfin très larges, des vétérans et d'autres qui s'administrent des opioïdes en plein milieu du trottoir. C'est des personnes qui vivent des souffrances identiques, avec des profils de vie très différents, avec des conditions de vie très différentes. Mais le résultat, c'est le même, c'est-à-dire que ce sont des facteurs qui contribuent à la baisse de l'espérance de vie et à la qualité générale de la vie. Et avec en plus les enfants qui paient le prix le plus fort, et je tiens à le dire, parce que sur tous ces fléaux-là, on peut prendre n'importe quoi, l'obésité, on prend les opioïdes, les armes, etc. Mais qui paie le plus, c'est sans doute les enfants qui voient les parents incarcérés à cause des opioïdes ou qui meurent, qui ont pour seul refuge l'école des fois, qui assistent même psychologiquement, qui se préparent à des fusillades ou qui sont sujettes à des violences commises par des armes. D'ailleurs, depuis 4 ans maintenant, la première cause de mortalité infantile aux États-Unis, c'est les armes. C'est pas des fusillades dans les écoles, c'est plutôt l'homicide, mais c'est quand même assez sombre comme réalité.
Et donc, il faut connaître dans tout ça, effectivement, on a une jeune génération, et on peut parler de la jeunesse un peu peut-être plus tard, mais une jeune génération qui assiste à cela et qui peut avoir quand même un avis assez mitigé sur les horizons qui lui sont, qui sont offertes. En tout cas, il faut connaître déjà ce système de souffrance qui est en place, les mécaniques de souffrance, où un Américain, il va être touché par 1, 2, 3 ou 4 de ces souffrances. Il y a très très peu de personnes aux États-Unis aujourd'hui qui ne sont pas directement ou indirectement touchées, qui ne connaissent pas quelqu'un qui eux-mêmes est tombé dans une souffrance, une impossibilité à s'en sortir. Et il faut le connaître pour savoir pourquoi les États-Unis, effectivement, vont mal. Certes, il y a une forme de performance, même surperformance du point de vue macro, mais derrière cela, dans la vie quotidienne des individus, les choses ne se passent pas si bien que ça. Et effectivement, quand on considère que le gouvernement des États-Unis est fait par le peuple, pour le peuple et du peuple, il faut connaître le peuple pour comprendre aussi pourquoi on se retrouve avec un système politique pareil. Mais justement, pour venir à la question des institutions, et je compte vraiment sur Youssef de me faire un petit coucou quand je commence à être très très long, mais, parce qu'en effet, je ne peux pas être trop long. Mais en effet, le contexte institutionnel peut aussi s'expliquer justement par ces souffrances-là. Pourquoi? Parce que finalement, un nombre d'Américains, ils vivent des choses difficiles, ils vivent ce qui est assez insupportable, et ils ne voient pas de politique publique qui vienne à la rescousse. Mais qu'est-ce qu'ils voient en face? Là, je ne dis pas qu'il a raison ou qu'il a tort, mais qu'est-ce qu'il perçoit? Il perçoit des institutions qui ne fonctionnent pas, et donc elle s'installe une méfiance et une défiance vis-à-vis des institutions, mais aussi des individus qui sont élus, qui incarnent les institutions, avec les phénomènes de violence qui peuvent en découler. Donc typiquement, cet Américain-là ou ces Américains-là, ils disent, mais en fait, on vous élit, on vous paye très très correctement pour vivre à Washington et pour répondre à nos problématiques. Mais en fait, ce qu'ils ont l'impression de voir en place, c'est plusieurs choses. C'est une classe politique vieillissante et c'est une impasse institutionnelle assez systématique. Alors, c'est vrai qu'aux États-Unis, typiquement pour être président des États-Unis, on met un seuil minimal d'âge, mais on ne met pas de seuil maximal d'âge. Pourquoi? Parce que l'expérience n'est pas une mauvaise chose. Mais cette bête, elle est immense. Ça fait peur. Pardon, je me laisse distraire. Et en fait, ce qu'ils ne voient pas en plus, c'est un renouvellement suffisamment important de la classe politique pour infuser de nouvelles idées. Alors, le système américain encourage l'ancienneté. Si vous allez prendre le Sénat, vous arrivez jeune sénateur, fraîchement élu, vous allez participer à une commission, mais vous n'allez pas la présider. Donc, c'est avec le temps, avec l'ancienneté, que vous allez grimper, comme toute chose dans la vie. Hein. Vous commencez le premier jour au travail, vous ne basculez pas à PDG le lendemain. Quoi. Enfin, donc, en fait, progressivement, vous prenez vos galons, vous prenez de l'influence, vous arrivez à pouvoir avoir des beaux postes qui donnent de l'influence au sein du Sénat pour votre État. Et donc, finalement, c'est très payant pour votre État. Mais il faut passer du temps. Mais on a quand même une classe politique qui est beaucoup plus âgée que l'âge moyen du citoyen américain lambda, de plusieurs décennies. Et donc, quand vous avez cette ancienneté-là, c'est très bien, mais de l'autre côté, vous n'avez pas une jeune génération qui vient de prendre une place aussi, qui est la sienne, qui propose peut-être de nouvelles perspectives, de nouvelles idées. Et donc, finalement, l'Américain, il va ressentir qu'il y a une forme d'entre-soi, une forme de confort qui ne devrait pas avoir lieu, de personnes en charge de légiférer, de décider, finalement, qui ne s'intéressent qu'à leur propre survie politique. Donc, c'est la perception, à raison ou à tort, mais c'est ça qui se fait. Et en plus, dans un système, là, on m'a posé la question tout à l'heure, entre le bipartanisme, enfin, je ne sais pas comment le dire, et le multipartisanisme, enfin bref, excusez-moi, vous allez me pardonner, entre deux partis et plusieurs partis. Alors, on a deux partis politiques aux États-Unis, et afin que le système fonctionne, il fallait quoi? Il fallait toujours qu'ils s'entendent à minima. Et ça a fonctionné dans l'histoire des États-Unis. Les moments de dépassement, certes, il y avait des vrais désaccords idéologiques, mais il y avait suffisamment de personnes de l'autre côté du couloir politique qui viennent s'agrafer à l'autre pour faire passer des choses ambitieuses, pour changer la société. Et cela a fonctionné jusqu'à il y a 20-30 ans. Et finalement, quand vous avez eu, on a toujours le président Joe Biden, quand il a fait campagne en 2020,
un de ses arguments, c'était de dire, mais j'incarne une autre façon de faire la politique. Et c'est vrai. Joe Biden, qui est de Delaware, il est bien à gauche, il n'y a pas de question là-dessus, là où sont ses valeurs sur un certain nombre de sujets. Il a réussi quand même, jeune sénateur, et moi, jeune sénateur aussi, à trouver des espaces d'entente avec un sénateur du Mississippi qui est désormais décédé, qui a milité pour le ségrégationnisme dans le sud. Il a été de Mississippi. Et donc finalement, ces deux hommes étaient opposés par à peu près tout, mais quand même sur quelque chose sur l'infrastructure, sur le financement des écoles, etc. Ils ont trouvé quand même la façon de se dire on peut quand même trouver quelque chose qui nous lie. Et désormais, cela ne se passe plus. Je dirais c'est depuis l'arrivée d'une nouvelle génération des républicains au Congrès en 1994, mais plus intensément depuis l'élection d'Obama, nous observons que les deux partis, ils arrivent difficilement à faire convaincre en tout cas les adversaires de venir les rejoindre afin de trouver le compromis. Donc le compromis qui conditionne le fonctionnement du système américain n'y est plus. Ce qui nécessite maintenant des supermajorités de 2/3 du Sénat typiquement pour éviter le blocage législatif afin de faire voter les lois. Et donc ça nous amène en effet dans une impasse législative, politique et même sociétale où on va systématiquement de menaces de non-financement du gouvernement à non-financement du gouvernement. On en aura peut-être un autre dans très peu de temps, où finalement on arrive à la précipice et puis finalement il y a un accord qui se trouve, mais douloureusement. Et donc les Américains, ils voient ça et ils disent, mais en fait, là, ma vie ne va pas très bien. Je vois que j'ai une vie moindre que mon papa, ma maman. Je vois que je suis incapable aujourd'hui avec mes ressources de promettre à mon enfant qu'il va s'en sortir mieux que moi. Et on a des personnes au pouvoir qui ne réussissent pas à débloquer ce qui est bloqué. Et cela effrite la confiance. Aujourd'hui, l'institution qui suscite le plus de confiance, c'est le militaire, 65-67%. Mais là encore, le taux de confiance baisse. Mais sinon, si vous allez regarder la Cour suprême, c'est 30% d'Américains qui disent qu'ils font confiance à la Cour suprême. À peu près un quart qui disent pareil pour la présidence et seulement 7 Américains sur 100 sur le Congrès, 7%. Et ça, les congrès, enfin les députés, c'est des élus de proximité. Donc c'est très grave si la personne que vous allez élire est celui en qui vous avez le moins de confiance. Donc il faut savoir qu'il y a ce sentiment d'incapacité de la classe politique et des institutions de travailler comme il faut le faire, et donc le sentiment que le système politique est à peu près à l'arrêt. Alors, cela mène, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, dans l'intérêt justement d'échanger, mais cela peut mener, avec d'autres facteurs, à une véritable forme de polarisation et quelque chose de très très grave, peut-être plus grave encore, mais qui est l'aboutissement d'une certaine manière à la fois de la méfiance vis-à-vis des institutions, mais aussi vis-à-vis de la polarisation, c'est la violence en politique. On sait que Donald Trump, il a été victime de 2 tentatives d'assassinat en 2 mois. Ce qui est déjà, une fois, c'est assez inédit, 2 fois, c'est parfaitement autre chose. On sait que Donald Trump, il est à la fois victime de violence et quelqu'un qui attise la violence. La FBI, c'est pas moi, mais la FBI montre que depuis son arrivée au pouvoir en 2017, les États-Unis connaissent un pic particulièrement fort de violence dans la vie politique, avec une forme d'acceptabilité croissante, où vous avez en général, je vais citer plusieurs statistiques, mais en général, c'est à peu près 20 à 23% des républicains qui sont d'accord avec ce que je vais dire, et 13-14% des démocrates. Donc, c'est des minorités non négligeables, à chaque fois, qui disent que c'est acceptable de gifler un membre de l'opposition, que c'est acceptable de harceler un membre ordinaire du parti politique en face, et que ce serait acceptable de commettre de la violence physique sur un élu de l'autre parti afin d'atteindre ses objectifs politiques. Donc c'est dire. Et là, effectivement, on a des cas les plus visibles, comme Donald Trump. On a le mari de Nancy Pelosi, donc l'ancienne patronne du Parti démocrate, présidente de la Chambre démocrate, dont le mari a été visité chez eux. Il s'est fait agresser à la tête avec un marteau. Donc là, c'est ce qu'on voit. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est des élus locaux, des maires et d'autres élus vraiment à proximité qui font face à des menaces de mort sur eux, sur leurs familles, qui doivent engager ces services de sécurité, qui doivent s'entraîner à des exercices anti-fusillade. Donc c'est vrai que cette violence-là devient une véritable réalité pour les élus.
ce qui rend encore moins attractif, évidemment, la politique. Mais c'est vrai que ce sont des phénomènes qui partent très, très loin parce que tellement il y a un climat propice à la violence qui est nourri justement par la souffrance et par l'incapacité de sentir que les élus font le travail. Ça ne justifie aucunement, évidemment, la violence, mais ça permet de comprendre, en tout cas, pourquoi il y a une telle colère qui, une fois manipulée et instrumentalisée, peut passer vers la dérive violente. Alors, on peut parler peut-être plus dans les questions des nouveaux mouvements sociétaux, parce que c'est vrai qu'on les connaît aussi en France, qui ont également des conséquences politiques. On peut peut-être en reparler si ça vous intéresse. Des nouvelles aspirations, ces mouvements inspirent, mais aussi des nouvelles réactions et réconfigurations politiques en conséquence. Je pense à Black Lives Matter, à MeToo, donc si vous voulez, on peut revenir là-dessus. Mais peut-être simplement pour un dernier élément pour conclure sur ce que cette élection nous dit des États-Unis. Alors, on a beaucoup entendu parler de l'économie et de l'immigration. Et c'est vrai que je parle beaucoup dans mon livre de l'économie comme une source vraiment d'inquiétude première des Américains. Donald Trump, il a réussi effectivement à fixer les thèmes de cette élection assez tôt, donc immigration et économie. Et ce sont des thèmes qui ont collé jusqu'au bout. Alors, pourquoi? Parce que déjà, sur ce fond d'inégalité socio-économique, on avait quand même l'inflation. L'inflation que les Américains n'ont pas connue autant sous Trump, mais ils ont quand même connu sous Biden, qui avait une situation économique très très dure. Il a signé un stimulus assez important justement pour sauver l'économie américaine face au Covid, ce qui a boosté l'inflation très rapidement. Donc il y a quand même ce souvenir dans l'esprit des Américains que c'était plus dur avec Biden qu'avec Trump. Il y avait un certain nombre de lois aussi votées par Biden. Je pense à la Inflation Reduction Act. Donc c'est une loi qui parle de l'inflation, mais en fait finalement c'est plutôt adapter l'économie américaine à de nouveaux défis, notamment la transition écologique, qui préconisait la construction des usines pour accompagner justement la transition écologique et qui a créé ou qui va créer des emplois qui vont principalement à des personnes sans diplôme universitaire, mais des travails très stables et qui paient très bien, quoi. Mais ce sont des choses qui vont prendre effet en 2025, 2026, etc. Donc, en fait, finalement, le peuple américain, ils ont vécu tout ce qui était désagréable avec Biden, mais ils n'ont pas encore vu les choses qui pourraient être prometteuses pour eux. Et donc, Donald Trump, il a réussi à capitaliser sur cette image de crédibilité sur l'économie. Les choses se sont plutôt pas mal passées avec lui. Les gens, ils étaient contents. Ils avaient un chèque de stimulus aussi signé par Trump, mais aussi par Biden. Mais Biden, c'était un peu le président de l'inflation. Sous Biden aussi, il y avait quand même la question de l'immigration, donc avec un nombre record de passages à la frontière mexicaine. Et quand on parle de l'immigration, ce n'est pas l'immigration des scientifiques qui vont à Harvard, c'est les migrants à la frontière sud, qui sont nécessaires à l'économie américaine. Mais en tout cas, il y avait une vraie faiblesse dans le système d'asile aux États-Unis. Et Joe Biden n'a pas réussi à trouver une solution pour limiter le nombre de passages. Et cela a eu un effet assez mécanique. Ce qui a mis l'immigration ou la migration irrégulière, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais à l'esprit de tous les Américains. C'est que cette nouvelle population n'a pas pu rester dans l'Arizona, dans le Texas, près de la frontière. Cette population s'est étalée aux États-Unis pour se loger, pour trouver du travail, pour se nourrir, pour s'intégrer, pour faire quelque chose. Et finalement, l'incapacité à se faire rémunérer suffisamment pour avoir un logement pour s'alimenter a mené à effectivement des situations sociales dramatiques avec des enfants, des femmes et des hommes dans les camps de fortune, des nouvelles personnes qui viennent tendre davantage des infrastructures sociales qui étaient déjà tendues par les populations locales. Et donc finalement, c'était devenu une problématique ressentie, vécue, observée, observable par un grand nombre d'Américains. Et donc d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que cette élection-là nous a montré que le peuple américain, il est prêt à voter pour Trump, quels que soient ses propos, quelles que soient ses propositions. Mais finalement, ce n'est pas une population fondamentalement hostile à l'immigration, parce que quand vous allez creuser davantage, en fait, les propositions que préconisent les Américains, c'est plutôt embaucher plus d'officiers à la douane,
réformer le système d'asile, trouver d'autres façons de régulariser certains et d'être plus prudent pour éviter parce qu'il y a des gens avec un casier judiciaire qui traversent, etc. Donc ils sont un peu plus modérés en termes des propositions. Mais en tout cas, on a vu que Donald Trump a réussi à captiver l'imaginaire américain sur 2 sujets qui comptent. Et on peut en parler peut-être plus si vous souhaitez dresser le tableau des raisons pour lesquelles Trump a séduit. Ce qu'on a vu aussi, c'est que le vote, cette fois-ci, c'était plus pour l'intérêt individuel que pour un projet collectif. Les États-Unis, les Américains, je veux dire, ils sont majoritaires à croire qu'il n'y a plus le repère en commun entre eux, ce qui est très compliqué pour un pays dont la devise c'est E pluribus unum, donc ça veut dire de plusieurs un seul. La notion de dépassement est fondatrice du projet américain, qui avait dû fédérer des personnes avec des origines, des religions, tout un tas de caractéristiques très hétéroclites, je veux dire, de faire un seul projet, de bâtir un seul projet. Alors, cette notion de projet national n'existe quasiment plus. Et donc, c'est assez mécanique que les Américains, ils vont se dire, bon, face à une candidate démocrate qu'on n'aime pas spécialement, parce qu'on n'aime pas du tout le Parti démocrate en ce moment, qui nous propose l'optimisme d'écrire la nouvelle page de l'avenir, etc., c'est très, très flou. Mais nous, les choses se passent mal chez nous, et donc on sait que Donald Trump, il propose quelque chose qu'il incarne pour moi, pour ma famille, pour ma communauté, etc. Et donc ce message-là, il a marché. Il a emporté sur une proposition plus ou moins ouverte et moins précise, en tout cas, d'optimisme pour l'avenir. On a vu également l'importance des nouveaux médias et des médias alternatifs qui ont contribué beaucoup à cette victoire de Donald Trump, qui avait un Elon Musk dans son camp, qui a payé plus de 200 millions de dollars de ses propres fonds pour faire élire Donald Trump, qui aujourd'hui lui colle au basque parce que voilà, on le voit partout, c'est un binôme presque. Et Elon Musk, effectivement, il incarne l'importance structurelle des réseaux sociaux dans cette élection. Un nombre croissant d'Américains consomment des informations via les réseaux sociaux. L'utilisation des réseaux sociaux au travers des générations aux États-Unis est en hausse. Donc ça devient à la fois une plateforme très importante pour échanger, mais aussi pour véritablement consommer de l'information. Et cela fait en sorte qu'effectivement que ça prend une place prépondérante. Ce qui est assez intéressant dans cette élection, mais également dans l'écosystème médiatique, c'est que les médias traditionnels avaient moins de place. Ils sont moins consommés par les Américains. Et il y a d'autres formats assez innovateurs, comme les podcasts, qui prennent une place plus en plus importante. Et donc, Kamala Harris, comme un Donald Trump, ils ont passé beaucoup de temps dans des podcasts divers et variés pour parler à des populations cibles. Kamala Harris, à la fin de la campagne, elle a fait des podcasts qui s'adressent aux jeunes femmes, aux jeunes hommes, à toutes les communautés. Et Donald Trump, il est resté plutôt dans la communauté conservatrice pour faire des podcasts dans cet écosystème-là. Mais en tout cas, on voit très bien que les deux candidats, ils avaient un peu joué le jeu des médias traditionnels, mais ça ne les a pas empêchés de miser beaucoup sur des prestations médiatiques dans d'autres formats médias, dans les médias. Et d'ailleurs, ils ont dépensé énormément d'argent sur des achats sur YouTube, pour une stratégie TikTok et autres. Les démocrates, ils ont passé plus de la moitié des fonds, justement, dans les achats médiatiques sur les nouvelles formes de médias. Et Donald Trump, il a misé véritablement sur une stratégie double. C'est quelques grands meetings et bombardement sur les réseaux sociaux. Et cela a fonctionné mieux que la stratégie de Kamala Harris, à savoir, j'implante une infrastructure nationale partout où j'ai des gens sur le terrain qui font du porte-à-porte, qui font des appels téléphoniques à la longueur de la journée. Et en plus, je vais être sur les médias et les réseaux. Et ça n'a pas marché. Et c'est une des premières fois où la candidate ou le candidat, avec plus d'argent, n'a pas gagné l'élection à la fin. Donc c'est assez intéressant comme cas de figure, d'autant plus que nous, en France, on a des élections qui n'ont pas beaucoup de temps, enfin dans quelques années simplement. Et on voit d'ores et déjà les inquiétudes que posent les réseaux sociaux en termes de désinformation, en termes d'intégrité, qui remettent en question la légitimité des élections. Et on voit tous les effets néfastes que ce climat médiatique peut avoir sur la démocratie. Bref, on peut parler de plein de choses. Si vous voulez, on peut parler de la démographie, de qui a voté pour qui, des mouvements sociaux, enfin tout ce que vous voulez.
Et merci à vous. Et maintenant, c'est à vous de prendre la parole. Merci. Merci beaucoup, Madame, pour votre présentation et merci d'être venue. Ma question porte sur les élections américaines. Et je voulais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que les Américains, finalement, donc Trump a gagné les élections, est-ce que vous pensez que les Américains, ils ne sont pas prêts à élire une femme au pouvoir ? Je ne suis pas convaincue. Alors, je pense qu'il a pu avoir un peu de sexisme. Il peut y avoir un peu de racisme aussi, certes. Mais en fait, quand on me pose cette question-là, je regarde dans le passé et je me dis qu'en 2016, 3 millions d'Américains en plus ont choisi une femme. Mais cette femme-là n'a pas gagné l'élection présidentielle parce qu'elle a tout simplement elle a échoué dans quelques États pivots, enfin les États qui basculent d'une élection à une autre. Et donc finalement, ce qui était très intéressant en 2016, c'est que Hillary Clinton a perdu 80 000 voix dans 3 États pivots, mais elle a perdu l'élection. Mais en revanche, elle a gagné le vote populaire. Donc, sur la question du collège électoral, évidemment, c'est le système légitime d'élire un président aux États-Unis, mais le vote populaire nous dit quand même des choses. Et donc, à ce moment-là, il y avait quand même plus d'Américains qui ont souhaité avoir une femme présidente des États-Unis. Donc, je pense que dans l'absolu, c'est pas forcément ça qui est rédhibitoire pour une candidate. Je pense que c'est pas ça qui a fait perdre Kamala Harris. Je pense qu'elle avait d'autres difficultés. Et je pense que la principale difficulté, c'était sa proximité, même pas sa proximité, son implication dans l'administration de Joe Biden. Je pense que ça, c'était plus difficile pour elle que le fait d'être une femme. Mais néanmoins, il est vrai que ça fait 2 élections où Donald Trump a battu, je dis pas, c'est peut-être pas la bonne façon de m'exprimer, mais il a gagné l'élection sur une femme. Et à chaque fois, c'était des femmes extrêmement compétentes. Hein. Et donc, il n'y a rien à dire sur leur capacité. Mais effectivement, cette fois-ci, Kamala Harris a perdu le vote populaire, mais pas par beaucoup, hein, par 1% à peu près, 1,5%. Donc c'est très très peu. Donc je pense que non, c'est pas forcément ça qui est en jeu. Mais bon, on attend. Bonsoir, merci pour votre exposé. À petite échelle, je retrouve un petit peu donc ce que la France vit actuellement sur le plan donc souffrance générale, problème au niveau du comportement des politiques. Je vois dans votre titre que reste-t-il du rêve américain. Moi, je refais un petit peu un retour en arrière. Est-ce que vous ne pensez pas que la guerre donc déclenchée en 2001 par George Bush a entraîné donc l'Amérique dans ses fractures et a permis donc l'émergence donc à force de politique peut-être un petit peu difficile, l'Amérique a un petit peu de mal à se retrouver, l'arrivée donc de Trump au pouvoir. Et c'est vrai qu'en tant que Française et Européenne, l'arrivée de Trump m'inquiète parce que personnellement, je pense que l'Amérique porte le monde comme la mère porte ses enfants. Et ça peut être donc très difficile par rapport à toute la géopolitique au niveau du Moyen-Orient qui actuellement est totalement déstabilisée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, alors, les 2 guerres simultanées dans le grand Moyen-Orient ont coûté très cher aux États-Unis. Et effectivement, cet argent aurait pu être dépensé sur des grands projets ambitieux d'infrastructures, sur le financement des écoles, enfin bref, sur un grand nombre de sujets. Je pense que peut-être la conséquence peut-être plus large aujourd'hui, c'est la manière dont les États-Unis se considèrent dans le monde. Parce que là, il y a une vraie réticence à s'engager. Et les Américains, ils sont épuisés. Et justement, c'est cette logique qui revient un peu, là, quand on parle de l'Ukraine, typiquement. Un des échos qui reviennent assez systématiquement, même si une majorité d'Américains souhaitent toujours que les États-Unis aident l'Ukraine jusqu'au bout, même encore aujourd'hui,
C'est une majorité qui baisse, mais bon, ça reste une majorité. Mais il y a un certain nombre de personnes qui disent « OK pour financer l'Ukraine, mais en fait, il faut savoir qu'on a des vrais problèmes. Enfin, j'ai des rues derrière chez moi qui ont des nids de poules et ça fait 15 ans que ça ne marche pas. Et donc, il y a une véritable leçon, je pense, qui a été tirée de l'Afghanistan en particulier. Les Américains, ils n'étaient pas opposés au retrait de l'Afghanistan. Ils étaient plutôt favorables. Et d'ailleurs, c'est ce qui a rendu le retrait encore plus facile pour Joe Biden, qui était favorable à un retrait beaucoup plus tôt. C'est toujours quelqu'un qui voulait sortir de l'Afghanistan avant. Donc, ce n'était pas le retrait en soi, mais c'était la façon dont les États-Unis sont partis. Et ils ont dit, en fait, finalement, après 20 ans de guerre, les femmes afghanes ne sont pas mieux servies. C'est le Taliban qui reprend. En plus, on trahit, entre guillemets, mais c'est vu comme ça par un nombre non négligeable d'Américains. On a trahi les partenaires afghans qui ont pris les risques de travailler avec nous. Et finalement, ça trahit les sacrifices des soldats qui s'y sont allés parfois plusieurs fois et qui se sont sacrifiés. Et ce qui est assez intéressant avec l'Afghanistan, c'est qu'on a plusieurs générations de familles qui ont été déployées. Il y a le père et puis le fils, ou la mère et le fils, etc. Chacun à leur tour. Plusieurs années de décalage. Donc finalement, il y a le sentiment qu'il y avait une forme d'épuisement, de surengagement, et on ne savait pas pourquoi, on ne savait pas ce que constituait la victoire, on ne savait pas quand on saurait qu'on a été victorieux. Et puis, il y avait juste le sentiment qu'il y avait un chèque en blanc qui a été incessamment donné. Et donc, sur l'Ukraine, il y a quand même cette petite musique qui revient aussi. Donc, je dis ça pour répondre à votre question par le biais du fait que il y a un enseignement qui a été tiré, c'est que le temps de l'hubris est révolu aux États-Unis. Il y a une vraie prudence en termes de l'engagement, il y a une vraie menace, sentiment de menace vis-à-vis de la Chine. Et les Américains, ils considèrent que les engagements dans les conflits, typiquement au Proche-Orient, en Ukraine, que ce n'est pas que des distractions, mais ça distrait les moyens, l'expertise et la stratégie de ce front chinois qui pose vraiment des inquiétudes aux Américains. Mais je pense que votre question est très intéressante. Et d'ailleurs, je n'ai jamais réfléchi à la question de cette manière-là. C'est vrai que quand on voit la facture de ces deux guerres et on voit le résultat qui n'était pas du tout successful, quoi, on peut imaginer que ces fonds-là auraient pu être effectivement mieux dépensés. Mais en même temps, c'est vrai que cette volonté politique de combattre le terrorisme islamiste à l'époque était très très peu remise en question. Et finalement, c'était une stratégie qui a eu l'approbation de l'électorat parce que la dernière fois que le Parti républicain a gagné le vote populaire avant cette année-ci, c'était en 2004, en pleine réélection de George Bush et en plein milieu des deux guerres. Mais en tout cas, c'est vrai que les Américains, ils ont tiré des enseignements de ces deux aventures-là, sur à la fois la légitimité de l'action et puis sur le fait de mieux définir ce que c'est l'intérêt des États-Unis et puis le calendrier, le financement et c'est quoi la victoire. Et là, effectivement, ça a refroidi les Américains quant aux engagements dans le monde. Et juste pour conclure là-dessus, et Donald Trump, il a fait campagne sur ça. Il a dit les démocrates, ils sont faibles pour 3 raisons. L'économie ne va pas mieux, l'immigration explose, et non seulement ils n'ont pas pu arrêter l'émergence de 2 grands conflits dans le monde, mais ils n'arrivent pas à les diffuser, à les arrêter. Et donc finalement, il n'y a qu'avec nous que ça va pouvoir changer. Et donc, en effet, il y a cette envie-là de peut-être passer à autre chose. Je ne sais pas qui... Oui, pardon. Oui, bonjour. Oui, vous avez beaucoup parlé du creusement des inégalités qui sont vertigineuses. Bon, elles sont pas mal aussi en France. Mais justement, je voulais savoir dans quelle mesure la présidence de Barack Obama et celle de Joe Biden ont amélioré les choses. En réalité, j'ai pas l'impression que d'avoir eu plusieurs années, plusieurs mandats démocrates, on a l'impression que la classe politique américaine, que ce soit républicaine ou démocrate, en fin de compte, ne fait rien pour diminuer ces inégalités. Et c'est ça un peu le souci. Et donc je pense qu'effectivement, les gens qui sont un peu influencés par les médias sociaux, etc., votent pour quelqu'un qui va leur dire, etc., enfin des propositions facilement accessibles. Mais en réalité, on a l'impression qu'il y a une sorte de connivence politique entre ces deux partis
et peu de choses, d'une certaine manière, les distinguent. Et le seul qui semblait distinguer peu de choses, c'était Bernie Sanders. Mais malheureusement, il est très minoritaire aux États-Unis. Donc j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Alors, c'est l'argument assez répandu justement sur l'existence des troisièmes partis et des petits partis. Je me souviens en 2000, George Bush fils s'opposait à Al Gore. Et dans cette élection, il y avait Ralph Nader, donc l'écologiste iconoclaste qui a fait plusieurs campagnes présidentielles. Et en fait, ce qu'il a dit, il a dit, si vous voulez un candidat qui s'oppose à la peine de mort, il n'y a que moi. Si vous voulez un candidat qui... Et puis, il a fait la liste, en fait, des sujets pour montrer qu'il y a une forme de connivence, comme vous avez employé le mot, entre les deux partis, en disant que c'est, en fait, de toute façon, deux grands groupes financés par des intérêts, etc. Et finalement, il y a une rupture possible, mais c'est qu'avec des petits partis comme le mien. Et donc, ça, c'est un argument qui revient. Et typiquement, l'existence de ces plus petits partis-là, ça vient au détriment de la gauche. Parce que Ralph Nader, en effet, il a siphonné les votes d'Al Gore. Typiquement, c'est des personnes qui auraient pu voter Gore, mais qui n'auraient jamais pu voter Bush. Ceux qui votaient pour Jill Stein, donc encore une candidate écologiste en 2016, elles n'auraient jamais pu vraiment voter pour Trump, mais ils auraient pu voter plutôt pour Hillary Clinton. Et pareil cette année-ci. Donc en général, ces petits partis-là, en fait, ils se basent sur 2-3 sujets clés, en général qui ne sont pas suffisamment traités par la gauche. Et donc ça vient prendre un petit peu la part de la gauche. Mais ça plaide la question d'est-ce qu'il y a l'espace politique possible pour l'existence d'autres partis. Il est vrai que chez les jeunes générations, il y a plus d'ouverture à cette possibilité-là que dans les générations plus anciennes. Mais, de manière très intéressante, la fille de Dick Cheney, donc le vice-président de George Bush fils, qui est un néoconservateur, très conservateur du coup, sa fille extrêmement conservatrice aussi, ancienne députée, elle a été co-chef de la commission qui enquêtait sur le 6 janvier, donc l'attaque contre le Capitole. Elle a appelé pour la création éventuelle d'un autre parti politique pour la droite. Elle a dit finalement, pour des personnes républicaines comme moi, donc affiliées au Parti républicain, là, on n'a que Trump. Donc si vous n'adhérez pas au Trumpisme et à cette proposition idéologique, vous n'avez pas de domicile politique. Et donc finalement, est-ce qu'il est temps de passer à un autre système avec une autre offre politique pour la droite? Donc finalement, il y a cette petite musique qui vient des coins très différents, des camps très différents, mais qui appellent peut-être à la même chose. Donc on va voir s'il y a véritablement un espace politique pour l'émergence d'un autre parti politique qui soit vraiment sérieux, avec suffisamment d'infrastructures pour peser dans le système. L'autre chose... Ah oui, sur l'économie. Alors, dans les dernières décennies, effectivement, on a eu 16 années de présidence démocrate qui coïncidaient avec des moments parmi les plus difficiles. La crise financière de 2008, c'est Obama, et puis après, on avait le Covid chez Joe Biden. Et en effet, ils avaient quand même un sale jeu de cartes, quoi. C'est-à-dire qu'ils arrivent quand les choses se passent mal, et donc ils doivent redresser, mais souvent le redressement ne prend pas effet rapidement, et donc les effets ne sont pas perceptibles, ce qui peut donner raison au parti de l'opposition, parce que les Américains n'en peuvent plus. Je ne dis pas que c'est simplement... Je ne peux pas schématiser comme ça, parce qu'il y a des vraies frustrations avec le bilan d'Obama ou de Biden, mais force est de constater que les Américains, depuis Roosevelt, il me semble, quand l'économie ne se passe pas bien, ils votent pour le Parti démocrate pour avoir plus de protection sociale. Et quand l'économie se porte plutôt pas mal, ils votent républicain, justement pour maximiser l'avantage. Dans cette élection-ci, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de comprendre comment les Américains allaient voter. Parce que l'économie américaine va très bien, mais en même temps, le ressenti, c'est qu'elle va très mal. Et donc, est-ce que les Américains allaient voter pour la réalité économique, et donc républicain, ou pour la perception de la souffrance économique, et donc démocrate? Finalement, ils ont choisi le Parti républicain. Donc, en tout cas, je vais répondre à votre question un peu, mais pas complètement, pour dire que finalement, oui, les démocrates, ils étaient élus à des moments où l'économie était vraiment dans les chaussettes. Et en même temps, c'est assez cohérent avec le vote depuis plusieurs décennies. C'est-à-dire, on fait confiance aux démocrates quand on en a vraiment besoin d'aide. Rebonsoir, Madame Green. Merci beaucoup pour cette conférence éclairante.
Alors moi j'avais une petite question. Donc c'est vrai qu'on a souvent parlé des branches législatives et exécutives aux États-Unis, mais il s'avère aussi que la Cour suprême joue un rôle fondamental, puisque les juges sont nommés par le président et confirmés par le Sénat, si je ne me trompe pas. Il y a eu notamment en 2022 donc cette décision Dobbs versus Jackson Women's Health Organization qui a overturn l'arrêt sur Roe v. Wade qui protégeait le droit à l'avortement. Et je voulais savoir justement si cet organe ne contribuerait pas aussi à l'Amérique et à ces fractures dont votre ouvrage évoque la notion. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour votre question. Effectivement, et j'en parle dans le livre parce que la Cour suprême est perçue comme plus en plus politisée. À la satisfaction ou à l'insatisfaction des électeurs, peu importe, mais il y a le sentiment en général que la Cour suprême se politise et légifère à la place des législateurs qui, eux, ne réussissent pas à faire le travail qu'on leur demande. Et donc, ce qui est assez intéressant dans cette décision d'enlever la protection constitutionnelle, et donc ça veut dire enlever la protection fédérale, parce que c'est l'équilibre entre les États fédéraux et l'État fédéral. Et donc la Cour suprême a envoyé effectivement ce choix au sein de chaque État. Donc chaque État décide pour lui-même. Et effectivement, c'était contre l'opinion publique américaine. Alors il y a quelque chose que je décris dans le livre qui est assez fascinant et assez particulier. C'est qu'on a un système institutionnel aux États-Unis qui est majoritaire, mais qui accorde une place prépondérante aux minorités politiques. Donc les institutions qui veillent, c'est logique depuis la fondation des États-Unis, pour éviter qu'il émerge une figure monarchique qui va répliquer, remettre en place le système britannique que les Américains ont décidé de quitter. Et donc on a des institutions qui permettent à la majorité de décider, mais qui protègent beaucoup les minorités politiques et même qui les boostent pour qu'ils soient suffisamment représentés, pour éviter les dérives de toutes sortes. Et finalement, je dis ça parce que sur plusieurs sujets, il peut y avoir des minorités qui légifèrent contre l'avis de la majorité aux États-Unis. On va le voir sur certains sujets, notamment de société. Donc là, on rentre un peu dans les sujets de guerre culturelle, où on va retrouver effectivement dans certains États, on a une opinion publique qui est telle sur un sujet de société, mais on peut avoir un gouverneur ou une gouverneure, typiquement, et en général c'est conservatrice, c'est pas pour pointer du doigt, mais en général c'est comme ça que ça s'exprime, qui va encadrer ou codifier des lois qui vont à l'encontre du sens du progrès, entre guillemets. Et donc typiquement, l'avortement c'est un sujet assez éclairant de ce point de vue-là. Parce que maintenant, il n'y a pas cette protection fédérale et mécaniquement, dans les États gouvernés par les républicains, c'est là où on retrouve, systématiquement d'ailleurs, des propositions d'interdiction ou de restrictions plus dures. Et dans les États gouvernés par des démocrates, on ne voit aucune proposition. C'est-à-dire, on laisse le droit, tel quel, il n'y a pas de souci. Et donc là, on va voir ces divisions-là. Donc il peut y avoir le sentiment, effectivement, que l'opinion minoritaire prend une place prépondérante pour codifier des valeurs qui sont en train de disparaître. Alors, c'est hyper complexe, je ne rentre pas plus dans le détail que ça, mais il peut y avoir plusieurs phénomènes qui contribuent à cela. D'une part, je dirais même c'est peut-être le grand sujet, c'est la notion de l'identité américaine qui change. Et donc dans cela, vous avez deux effets de société parallèles qui se produisent. À la fois, il y a un changement démographique, donc le visage de l'Amérique ne ressemble plus du tout à fait à ce que ça a été avant. Et donc, ça peut créer une forme de peur chez certaines personnes qui craignent de voir leur part des avantages, de la richesse, du statut disparaître. Et puis après, vous avez un effet de sécularisation de la société qui aussi provoque des réactions très, très vives. Finalement, et on va retrouver typiquement les effets de sécularisation s'exprimer plus fortement chez les démocrates et chez les personnes les plus conservatrices aux États-Unis, c'est là où on va avoir plus de religiosité. Et donc, c'est assez intéressant du point de vue des guerres culturelles parce que le Parti républicain compte beaucoup sur la voie religieuse, sur le vote des croyants, justement. Et donc, ce n'est pas illogique que ce parti-là, une fois au pouvoir, va gouverner justement dans le sens de ses électeurs. Parce que si vous êtes là, c'est pour faire ce qu'on vous demande de faire. Mais finalement, on va trouver cette tendance qui sépare les Américains encore plus, c'est-à-dire que
entre guillemets, les politiques qui regardent peut-être plus vers l'avenir, entre guillemets, vous allez les trouver peut-être plus ouverts chez les démocrates, mais aussi qui correspondent à une population de plus en plus séculaire. Et puis d'autres propositions politiques peut-être plus influées par le conservatisme, qui prennent parfois des positions plus ancrées dans une croyance. C'est assez schématique, mais c'est vrai que c'est un phénomène qu'on observe et c'est très intéressant. Et puis en plus, dans tout ça, vous avez la fracture ville et ruralité, vous allez retrouver un peu les mêmes fractures qui se superposent dessus et on a l'impression qu'il y a deux populations qui vivent de plus en plus loin l'une de l'autre. Bonsoir, si vous permettez, je voudrais revenir sur l'élection présidentielle et l'importance du choix d'un candidat ou d'une candidate. Je veux dire que, curieusement, on a été privé de ce qui fait souvent le charme de ces élections, ce sont les primaires. Et je me souviens, pour avoir suivi depuis longtemps les élections américaines, de l'émergence de candidats qu'on ne connaissait pas au départ. Je pense à Jimmy Carter, qui était totalement inconnu, puis qui tout d'un coup s'est imposé jusqu'à devenir président. Je pense à Ronald Reagan, sa confirmation lors des primaires républicaines, qui annonçait finalement son succès. Et là, je voudrais dire, est-ce que vous ne pensez pas curieusement que cette élection de 2024 s'est jouée dès 2020, dans le sens où tout s'est figé? Il est apparu que Donald Trump, qui d'habitude en tant que perdant aurait dû s'écarter, a décidé de se maintenir en dépit de tous les ennuis judiciaires, et qu'il n'y a eu aucune opposition de fait au niveau républicain, ou alors quelques personnes, je pense à Nikki Haley, mais qui n'a pas émergé finalement, et que l'erreur peut-être des démocrates, c'était de dire on a battu Trump, c'est bon, on a gagné, avec un Joe Biden qui déjà dès 2020, on se posait la question de son âge et de sa possibilité d'être à nouveau candidat en 2024. On ne parlait pas de sa maladie, on parlait simplement de l'âge. Et donc finalement, le choix de Kamala Harris, qui n'était pas programmée, si j'ose dire, pour être candidate à la présidence, ou en tout cas pas tout de suite. Et finalement, de fait, dès 2020, on avait peut-être en filigrane déjà le résultat de 2024. C'est justement ce sentiment-là qui a dégoûté un certain nombre d'Américains. Mais vraiment, je pense que c'est bien vu. Alors, il faut comprendre aussi, et puis ça, ce que vous décrivez, c'est la conséquence aussi de quelque chose de particulier dans le système politique américain. C'est que le président sortant est chef de parti. Donc il y a certes une infrastructure, il y a un programme politique, mais qui est travaillé par les cadres des partis, etc. Mais c'est le président qui tamponne. Enfin, le président, il est chef de parti. Et donc, dans ces conditions-là, c'est très difficile de s'opposer à lui. Alors, on a eu un peu plus de primaires chez les Républicains cette fois. Il y avait quand même Ron DeSantis, il y avait Nikki Haley qui a tenu un peu de temps. C'était loin des primaires de 2016 où Donald Trump, il a carrément juste écarté une douzaine de candidats, ce qui était une saison des primaires passionnante, parce que d'avoir 12 candidats, c'est un peu la cacophonie, mais vous savez qu'à la fin, vous avez vraiment le souhait du peuple, quoi. Enfin, pour ce parti en tout cas, pour des électeurs du parti. Et donc c'est tant mieux pour la démocratie d'avoir autant de candidats, parce que c'est là où il faut que ça se décide. Et en effet, le sentiment qu'il y avait plusieurs choses qui jouaient. Donc d'abord, le président est chef de parti, donc effectivement, Donald Trump, à partir du moment où il avait vaincu et il avait réussi vraiment à transformer le Parti républicain en parti de Trump, et en même temps, le Parti républicain a été ravi de se transformer en parti de Trump parce qu'il les a rendus très pertinents politiquement, parce que c'est quelqu'un qui attire, qui suscite une passion, une ferveur presque inespérée. Enfin, si les démocrates avaient ça aussi, ils seraient ravis. Ils s'appelaient Obama. Mais voilà, donc en fait, on voyait qu'il y avait quand même cette tentative de passer à autre chose, mais Donald Trump, finalement, c'est ce qu'il s'y souhaitait. Et Joe Biden, il n'y avait que Joe Biden qui pouvait décider de se représenter ou pas. Alors, une partie de la frustration, notamment des démocrates, vient des propos de Joe Biden en 2019-2020, quand il se portait candidat. Et il a dit « Je me vois comme un pont vers l'avenir et rien d'autre ». Alors, ça laisse vraiment comprendre, il n'a pas dit ça explicitement, mais ça laisse comprendre « Je vais être un président un seul mandat et naturellement, je vais cultiver ma colistière pour qu'elle soit prête à prendre les rênes le moment venu, à savoir dans 4 ans ». Et c'est exactement le contraire de ce qui s'est passé.
Et Joe Biden, il a continué de croire que lui, il a été singulièrement positionné de battre Trump parce que c'était le seul qu'il a battu. Il a évidemment battu en 2020. Et au moment des élections de mi-mandat, quand on avait préconisé, les commentateurs, ils ont préconisé une vague rouge, à savoir Joe Biden serait toujours président, mais le Parti républicain allait prendre massivement contrôle du Congrès, de la Chambre et donc du Sénat. Et ça ne s'est pas produit comme ça. Ils avaient certes eu un avantage, mais c'était minime. Et finalement, Joe Biden est resté assez convaincu que c'était sa ligne politique qui fonctionnait bien et que c'était son message, sa plateforme, qui allait fonctionner à nouveau. Il y avait un certain nombre de démocrates qui ont appelé assez tôt à ce que Joe Biden ne se présente pas. Évidemment, il a fait le choix, mais très, très tardivement. Et ce qui aurait peut-être mieux servi les démocrates, en tout cas, c'était de ne pas être dans une situation de dire, en fait, on ne peut absolument rien changer parce que si on le fait, on va perdre. Et donc, il reste dans une posture figée et qui n'attire pas du tout l'enthousiasme. Et ce que voulaient les Américains, ce n'était pas une deuxième vote par devoir, quoi. Ils voulaient choisir quelque chose. Et donc, il y avait des appels plus ou moins discrets à ce que Joe Biden se retire. Et donc, effectivement, ce qu'il aurait peut-être fallu aux démocrates, c'est une campagne de primaire où il y avait tout le monde qui se présente, qui souhaite le faire, et qu'après, le vainqueur puisse s'éloigner de Biden le plus possible en disant « mais ce mec, il est inefficace, il est has-been, il faut autre chose ». Et vraiment se démarquer de lui parce que finalement, un grand facteur qui a joué dans cette élection, c'était l'impopularité du Parti démocrate, qui existe dans d'autres démocraties. On le voit, les partis au pouvoir en ce moment, c'est quand même pas les mieux aimés. Donc, il n'est pas le seul, mais il était très impopulaire, à juste titre ou pas. Enfin, c'est à chacun de décider. Mais c'est sûr que ça aurait pu peut-être aider. Et Kamala Harris, elle est restée dans l'ombre. Et j'ai fait un papier pour Mountain, justement, qui décryptait le binôme président-vice-président. Et on voit très bien que le dilemme, c'est qu'on est à un battement du cœur de la présidence des États-Unis, quand même, des États-Unis. Mais en même temps, on reste tellement discret pour ne pas faire l'ombre à notre président. Et Kamala Harris, il y avait de la faute attribuée partout. Ses conseillers disaient que c'était Biden. Les conseillers de Biden disaient qu'elle n'était pas suffisamment impliquée. Bref, mais ça fait en sorte que là, on se retrouve un peu artificiellement avec cette dame en fin de campagne et qu'il fallait qu'elle passe beaucoup de temps à se présenter. Et donc finalement, oui, je pense qu'il y avait vraiment le sentiment que tout était joué dès 2020, mais c'était à la grande frustration, notamment des démocrates, et beaucoup moins chez les républicains, qui étaient derrière leur âme depuis le départ. Alors, bonjour. On a évoqué tout à l'heure la place des États-Unis sur la scène internationale. On a parlé de leur retrait d'Afghanistan récemment, etc. Et est-ce que vous pensez que l'affaiblissement de la puissance américaine sur la scène internationale, comme on peut le voir avec l'essor d'entités par exemple comme les BRICS qui repensent la géopolitique sans les États-Unis, est-ce que vous pensez que ça a pu jouer sur l'origine de ces fractures internes en Amérique et aussi cet essor d'une volonté protectionniste et isolationniste du peuple américain comme un peu peut-être une forme d'orgueil national et donc de retrait sur soi face à cet effacement sur la scène internationale? Oui, c'est une très bonne question. Alors, je réponds en contextualisant pour dire qu'un Américain, en fait, il sait à peu près où il veut que son pays aille dans le monde, mais il n'a pas forcément une conception des BRICS. C'est-à-dire que c'est pas qu'il n'est pas intelligent, c'est pas qu'il n'est pas sophistiqué, c'est que c'est très loin de ses préoccupations. Et donc finalement, ce que ressentent plutôt les Américains vis-à-vis de la politique étrangère, c'est pas nécessairement la réaction de se dire en fait il y a des BRICS qui arrivent, on va se replier sur soi-même dans cette posture de défendre ce qu'on a. Je pense qu'il y a plus d'inquiétude dans les BRICS sur la Chine. C'est plutôt ça qui préoccupe les Américains. C'est pas nouveau. Pendant plusieurs cycles des élections, la Chine devient... on ressort la Chine quand il faut quand même montrer qu'on est dur et sérieux, etc. Et donc on pouvait mesurer la proximité, l'approche d'une élection par la fréquentation qu'on entend la Chine dans les médias par les candidats. Sauf que maintenant, cette menace, entre guillemets, ça prend de forme. En fait, 9 sur 10 Américains considèrent que la Chine est soit une menace, soit une véritable ennemie. Donc c'est très fort comme mot. Et quand vous allez demander aux Américains, mais en quoi la Chine serait menaçante, ou en quoi la Chine serait une ennemie des États-Unis,
ils vont aller plus loin, ils vont citer les technologies, ils vont citer les droits de l'homme, ils vont citer les ambitions éventuellement sécuritaires dans le monde, ils vont citer le Taïwan, etc. Donc, en fait, ils sont capables maintenant de dire, la Chine, ça fait peur, et en plus, je sais pourquoi la Chine me fait peur. Ils sont très méfiants vis-à-vis du Parti communiste aussi, ce qui est c'est pas étonnant. Donc, ça ne rentre pas forcément en jeu par rapport au vote des Américains. En revanche, il y a peut-être plus, pour faire le lien avec l'autre question, le sentiment qu'il faut que les États-Unis soient plus judicieux dans leurs engagements, parce que finalement, il y a suffisamment de problèmes ici qu'il faut traiter, qu'il ne faut pas être irresponsable ou trop aventurier dans le monde, parce que ça engage des moyens. Et encore moins, ils sont encore plus frileux quand il s'agit d'engager des hommes et des femmes. Néanmoins, je pense qu'au-delà de l'électeur américain, effectivement, l'émergence des BRICS pose vraiment un souci pour les Américains. Et peut-être 2-3 choses en particulier. D'abord, effectivement, la Chine. Les États-Unis, pendant la guerre froide, ils étaient obsédés par la menace soviétique parce que l'URSS était le seul pays qui pouvait prétendre concurrencer, voire remplacer les États-Unis. Et depuis la fin de la guerre froide, il n'y avait plus ça. Mais maintenant, il y a la Chine. Et donc, le sentiment au sein de la classe politique américaine, mais aussi au sein de la population ou de l'opinion publique, c'est que la Chine a la capacité à remplacer les États-Unis comme puissance économique, potentiellement sécuritaire, et peut-être plus important encore, pourrait proposer une alternative à l'ordre mondial que les États-Unis ont financé, bâti, les institutions qu'on connaît aujourd'hui. Et que la Chine est singulièrement placée avec une autre proposition, cette fois-ci pas du tout ancrée dans les valeurs démocratiques, liberté individuelle, etc., mais précisément dans l'absence de ça. Et en plus, il peut fédérer les personnes qui sont aigries vis-à-vis des États-Unis, qui disent, bon, on veut notre gare ou on veut notre port, et donc la Chine ne va pas nous envoyer une liste de 5 pages de conditions préalables, ils vont juste nous donner le fric. Et donc, ils commencent à voir ça avec beaucoup plus d'attention. Et en plus, ils n'ont pas besoin de s'inquiéter pour la question des droits de l'homme derrière. Donc, les États-Unis s'inquiètent beaucoup pour ça. Je ne suis pas certaine que le Trumpisme ou le président Trump va arranger les choses. Potentiellement pas du tout. Mais bon, donc la question de l'émergence d'autres pôles politiques est un fait. C'est un vrai défi pour les Américains. Et pour les Américains particulièrement, il y a la Chine. Mais effectivement, on peut parler des BRICS des heures. Moi, j'adore parler de ça, mais ce n'est pas forcément un facteur pour un électeur individuel. Bonsoir. Moi, j'avais une question. Que reste-t-il du rêve américain? Ou plutôt un commentaire, en fait. Est-ce que précisément les Américains n'ont pas voté pour Trump parce que c'est ce qu'il incarne? Contrairement aux démocrates, en particulier, pour le coup, Kamala Harris, dans la mesure où finalement on parle beaucoup d'Elon Musk. Aujourd'hui, c'est l'homme le plus riche, enfin le deuxième homme le plus riche de l'histoire en réalité, si on considère un royaume africain du XVIIIe siècle, je crois. Mais sa fortune aujourd'hui est de 324 milliards de dollars. Donald Trump est quelqu'un qui a fait faillite plusieurs fois, qui est revenu à chaque fois, et finalement tant économiquement que politiquement. Donc est-ce que tout son narratif depuis 2016 et aussi son utilisation de son image en tant que personne en bonne santé, un peu viriliste, ne fait pas que quelque part, aujourd'hui, en réalité, les Américains qui ont voté, parce que je crois qu'il y a eu 3 ou 4 millions d'Américains de delta entre le vote entre Kamala Harris et Donald Trump, ne montre-t-il pas que précisément ce que les Américains voudraient sauver, c'est précisément le rêve américain, tel que du moins la manière dont Donald Trump le présente et l'incarne avec lui et une partie de son équipe finalement? Oui, pour une partie des Américains, oui. Effectivement, vous avez bien résumé l'attrait qu'il peut y avoir pour Trump, parce qu'effectivement, on se dit, bon, un businessman qui fait faillite, ça ne fait pas rêver, mais en même temps, il est revenu, comme vous dites, et il est revenu 4 fois même ou 5 fois. Et en effet, vous avez vraiment bien, j'ai rien à rajouter là-dessus, parce que effectivement, ça montre pas forcément. Je ne sais pas si ces soutiens le qualifient de rêve américain, de success story par le rêve américain, parce que c'était un héritier aussi. Mais ils voient, oui, ça plus dans l'esprit un peu le self-made man, enfin quelqu'un qui est parti déjà un peu en avance dans la vie, mais qui a tout perdu,
qui est reparti de rien du tout. Donc je pense qu'il y a quand même un peu ça, qui plaît assez systématiquement à ses soutiens. Je pense qu'il y avait peut-être autre chose qui a joué aussi dans cette élection pour encore d'autres Américains. Il y a certains qui disent, peu importe ce qu'ils disent, qu'il incarne, il n'est pas un démocrate déjà, ou je le crois plus sur des sujets qui comptent pour moi. Et puis je pense on a parlé du genre dans cette élection un peu. Et pour certains hommes, il incarne quelque chose de très particulier. Quand on va aller sonder les hommes, et d'ailleurs on a trouvé au travers des générations, notamment les hommes blancs, et sans diplôme universitaire. Il faut savoir aux États-Unis que 60% des Américains, ils n'ont pas de diplôme universitaire. Donc ce n'est pas un pays majoritairement qui a fait des études jusqu'au bout d'un diplôme. Et donc, dans ces tranches de population, donc des hommes blancs qui n'ont pas forcément de diplôme universitaire et qui, du coup, paient le prix économique de ça, d'une certaine façon, ils assimilent notamment beaucoup, et pas que eux, d'ailleurs, le Parti démocrate avec une vision de l'homme punitive, un homme qui doit avoir honte, etc. Donc, effectivement, il y a des mouvements sociétaux qui ont transformé la manière de prendre en compte des questions de genre et qui questionnent les rôles des uns et des autres, etc. Donc, pour une partie de l'électorat, ils ne se sentent pas du tout considérés. Ils se disent, là, on m'a élevé pour comprendre qu'il fallait que j'ai un bon travail, pour acheter une maison, pour fonder ma famille et pour subvenir aux besoins de ma famille, dans la dignité. Et cette perspective-là s'éloigne pour un certain nombre de personnes. Et ils disent, en plus, maintenant, je ne peux pas faire ça, donc je ne sais pas ce qu'il y a pour moi dans la société. Et pour ces personnes-là, quelqu'un comme Trump qui ne s'excuse pas, qui dit ce qu'il a envie de dire, qui cache, qui est dur, et qui assume le fait d'être un homme qui fait ce qu'il veut, ça peut plaire aussi. Et donc ça a joué aussi. Pour combien d'électeurs, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça a pu jouer. Et d'ailleurs, cette posture-là attire des personnes qui sentent désengagées de la politique, ce qui rend les électeurs de Trump un peu volatiles. C'est-à-dire que les personnes qui se disent les plus admiratives de Donald Trump sont ceux et celles, ou les personnes donc ça, qui ne votent pas nécessairement à chaque élection. Mais quand ils votent pour lui. Et donc on n'est jamais sûr s'ils vont venir, mais en tout cas, ils viennent suffisamment justement pour délivrer la victoire. Donc oui, je rejoins un peu votre propos et puis je vais un peu plus loin pour dire que cette image d'un homme fort, ça peut aussi rassurer certaines personnes qui disent « mais je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit, mais c'est un cap ». Peut-être encore 3 questions, vu que 3 mains se sont levées et puis 3 et demi. Alors bonsoir et d'abord merci pour cette conférence très intéressante. Moi j'avais une question au niveau plus des institutions politiques aux États-Unis, c'est-à-dire qu'au lendemain de l'élection, on a vu beaucoup de discours assez alarmistes sur la situation, le futur, qui font peur. On a tous, je pense, surtout en Europe, assez peur. Est-ce que vous pensez que les contre-pouvoirs pourraient être assez forts pour éviter ce cauchemar américain, les rêves fous de Trump? Est-ce que les contre-pouvoirs seraient assez forts, assez présents pour éviter ces situations parfois catastrophiques? Moi, j'ai tendance à croire que oui. On commence d'ores et déjà à voir la résistance à des tentatives un peu inhabituelles. Alors, déjà, pendant le premier mandat, ça a fonctionné. Mais certes, l'approche de Donald Trump était un petit peu différente. Il a été, selon lui, plus contraint par des personnes qui osaient lui dire non. Cette fois-ci, il compte s'entourer de personnes qui comptent lui dire oui et qui se préparent justement pour créer un écosystème politique généralisé qui va être plus propice à sa vision, quoi. Mais c'est pas parce qu'il a cette envie-là que toutes les institutions vont suivre. Alors, souvent, on peut dire, bon, il a la majorité au Congrès, il y a plus de conservateurs à la Cour suprême, qu'il a nommé d'ailleurs pour une partie, et en plus, il est président, donc ça veut dire que c'est parfait pour lui. Sauf que, en fait, il y a plusieurs choses, et pour répondre rapidement. Déjà, il y a quand même des personnes qui ont des postes de responsabilité à Washington, y compris des sénateurs qui disent d'ores et déjà, vous n'allez pas faire tout ce que vous voulez. Typiquement, il a voulu faire passer ses nominations pour les postes de ministres sans le vote du Sénat, ce qui est quand même constitutionnellement préconisé. Il y a quand même un petit truc qui permet de s'en passer, mais ce n'est pas normativement vraiment fait.
Et donc, il y a des sénateurs, y compris républicains, mais ceux qui ont un peu de pouvoir quand même et qui sont très appréciés par les électeurs de leur État, donc qui sont assez confortables, qui disent non. Et donc, il a des majorités suffisamment petites qu'il ne va pas pouvoir faire tout ce qu'il veut. Au niveau du Congrès, typiquement, donc les députés, on renouvelle tous les députés tous les 2 ans. C'est quand même très très peu finalement comme mandat. Et vous avez quoi? Vous avez une majorité républicaine de ça, mais très très infime. Et dans cette majorité-là, vous avez typiquement des députés élus républicains dans des espaces très démocrates. Californie, New York, etc. Ce sont des personnes que s'ils suivent aveuglement le programme de Trump sur toute la ligne, ils vont perdre dans 2 ans. Et donc le calcul, ça va se dire, est-ce qu'on peut se permettre de perdre dans 2 ans donc, la majorité, ou est-ce qu'il vaut mieux qu'on s'oppose quand même un peu à lui pour rester dans la majorité, et puis après on peut peut-être pas gagner 100%, mais on peut gagner 90%. Donc c'est pour ces raisons-là, il y en a d'autres, que je crois que les institutions seront suffisamment remplies de personnes en situation de contre-pouvoir. Et il y a aussi un cadre réglementaire qui, même pour un Musk qui veut aller sabrer les dépenses, etc., ça ne sera pas si évident que ça. Et donc je pense qu'il y aura quand même une robustesse institutionnelle qui va permettre, et en sachant que dans 2 ans, on a les élections de mi-mandat, avec la Chambre qui se renouvelle et un tiers du Sénat. Et c'est à ce moment-là où les Américains peuvent effectivement se dire on veut contrer vos pouvoirs. Et ils pourraient le faire. Bonsoir Madame. Bonsoir. Un grand merci déjà pour cette conférence très éclairante qui nous a permis d'avoir beaucoup d'informations sur l'Amérique d'aujourd'hui. Moi, je voulais savoir par rapport aux défis climatiques très importants qui nous attendent, et je pense que l'Amérique paye souvent de lourds tributs par rapport au dérèglement. S'il y a une véritable prise de conscience des Américains, et comment les 2 partis, que ce soit les républicains ou les démocrates, ont une vision de ce qui arrive, et ont vraiment à cœur de prendre des décisions importantes. Voilà. Et il y a une division assez schématique, mais un peu vraie quand même entre les 2 partis. C'est que c'est vraiment chez les républicains où on va voir des personnes qui remettent en question l'existence du changement climatique. Donald Trump lui-même l'a qualifié de mensonge. Voilà, donc, et c'est chez les démocrates où on n'aura peut-être pas forcément non plus, c'est pas des anges, mais on a quand même la considération du fait que c'est vrai qu'il faut s'y mettre. Donc Donald Trump, pour l'instant, il a choisi à la tête de l'Agence pour la protection environnementale quelqu'un qui est contre les protections de la biodiversité. Donc on peut imaginer, et qui est assez pro-énergie fossile. Donc déjà, pendant sa première présidence, Donald Trump a pris un certain nombre de décisions pour enlever des protections de la biodiversité, pour réduire des espaces dédiés aux monuments nationaux. Donc c'est des espaces, des terres conservées, ou en situation de conservation. Il a baissé la régulation contre la pollution de l'air. Et donc, on va s'attendre à peu près la même chose cette fois-ci. Donc, je n'ai pas vraiment un diagnostic très positif là-dessus. Néanmoins, le contre-pouvoir, justement, pour rebondir un peu sur la dernière question, c'est que, justement, l'écart entre les États fédéraux et l'État fédéral fait en sorte que chacun de son périmètre. Donc, si Donald Trump va réduire, justement, la régulation contre la pollution, dans chaque État, ils ont certains pouvoirs pour légiférer. Et donc, un État très progressiste sur la question comme la Californie, ils sont déjà allés plus loin que les taux, les objectifs fixés par le gouvernement. Quand Donald Trump s'est retiré des accords de Paris, l'État de Californie a dit, mais nous, on va adhérer aux engagements de Paris et on va aller plus loin. Donc, les États, ils ont quand même la main dessus et ils peuvent légiférer dans le sens des protections climatiques, même s'ils ne peuvent pas empêcher complètement une politique républicaine hostile au sujet, mais ils peuvent néanmoins agir à leur État, enfin à leur niveau, mais ce qui fait qu'on aura quand même un pays à plusieurs vitesses, entre les États gouvernés par des démocrates et ceux par des républicains. Mais en effet, les Américains s'intéressent moyennement, c'est peut-être chez les jeunes où il y a une prise de conscience la plus forte. Merci beaucoup. J'avais 2 questions. Une première question, est-ce que le trumpisme va survivre dans le Parti républicain? Parce que vous citiez la fille de Dick Cheney qui a appelé à voter Kamala Harris. Et est-ce que justement il arrivera, ou est-ce qu'il est déjà arrivé à mettre suffisamment ces hommes et ces femmes pour en fait transformer durablement le Parti républicain, ou est-ce qu'il y a des forces? Alors vous y avez déjà un peu répondu tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des forces qui sont suffisamment encore
indépendante au sein du Parti républicain pour ne pas suivre même au-delà de Trump. Et la deuxième question, c'était par rapport aux médias, notamment aux médias traditionnels. Il y a deux choses, deux anecdotes, mais qui justement peut-être méritent une réflexion en plus en profondeur. C'est qu'en 2016, le New York Times a décidé de ne plus publier de dessin de presse. Et puis là, le Washington Post, lors de cette campagne, qui a décidé de ne pas donner de consignes de vote. Est-ce que ce sont des anecdotes qui sont suffisamment révélatrices de mouvements plus profonds, d'une certaine forme d'autocensure? Alors bon, le Washington Post, on sait qu'il est détenu par Jeff Bezos, mais est-ce que c'est juste conjoncturel ou est-ce que c'est plus structurel? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, pour répondre à la première question, les 4 ans qui arrivent vont nous dire beaucoup, en fait, vont répondre à la question. Pourquoi? Parce que finalement, le Trumpisme, pour l'instant, ça ne tient qu'à lui. Il y a d'autres personnes comme Ron DeSantis, des challengers dans les primaires qui ont été assez facilement écartés. Donald Trump choisit de mettre autour de lui des personnes qui ne sont pas très expérimentées pour la plupart d'entre elles. Il y a certains qui ont quand même beaucoup d'expérience, mais la plupart, ils ne sont pas forcément expérimentés, mais ils sont loyaux. Donc, on va voir par là, est-ce que ce courant-là va pouvoir séduire, est-ce qu'il va s'implanter? Et parce que normalement, ce que Donald Trump fait, c'est non seulement s'entourer de personnes qui vont lui dire oui, mais s'entourer de personnes qui pourraient prendre le relais. Est-ce que les Américains, ils vont sanctionner Trump dans 2 ans et un peu envoyer un message que ça ne les intéresse pas? Est-ce que dans 4 ans, il y a quelqu'un parmi ces ministres, ou pour ceux qui durent 4 ans, ou peut-être quelqu'un d'autre, mais dans ce courant-là, est-ce que ce sera lui présidentiable? C'est difficile de répondre à la question. Certes, ce sera autre chose parce que Donald Trump, il a un charisme dans le sens propre du mot qui fait en sorte que la suite ne sera pas aussi éclatante et aussi attractive, etc. Mais en termes des idées, est-ce que ça va marcher? Il va falloir voir comment ça évolue avec les personnes qu'il choisit autour de lui. Moi, en fait, j'attribue cette question de non-endorsement typiquement de Washington Post à quelque chose de plutôt structurel, de me dire qu'un Jeff Bezos, et le LA Times a fait pareil, ils sont tous les deux détenus par les milliardaires, donc comme une façon d'assurer leurs intérêts quel que soit le vainqueur. Et donc en termes de liberté de presse, oui, c'est vrai que ça interpelle. Et puis le fait de faire un non-endorsement, ça donne implicitement, c'était perçu comme implicitement un soutien à Donald Trump, ou en tout cas l'acceptation que les intérêts, si c'était Trump, seraient menacés si jamais il s'exprimait pour Kamala. Donc je pense que c'est peut-être plus un mouvement qui peut s'interroger sur la liberté, en tout cas, des médias. Bonsoir, tout d'abord merci d'être venu. Moi je voulais revenir sur l'enjeu des élections et je voulais savoir comment la diaspora arabe et les juifs ont réagi face aux élections et comment leur vote a été influencé par la position de Kamala et Trump sur le conflit au Proche-Orient, parce que d'après mes discussions avec plusieurs personnes, les Américains arabes avaient tendance plutôt à voter pour Trump, et je voulais savoir en fait juste votre avis sur la question. Merci. Merci beaucoup. Alors, dans cette élection-là, il y avait une vraie insatisfaction avec le Parti démocrate qui est passé par un vote de sanction par beaucoup d'Arabo-Américains, enfin Arabes-Américains, pardon. On a vu dans le Michigan où il y a une diaspora très très importante, où effectivement dans cet État-là, des électeurs arabes-américains ont préféré Jill Stein notamment. Certains ont voté pour Donald Trump, d'autres ont voté pour Jill Stein, et puis d'autres encore ont décidé de ne pas voter. Mais en tout cas, il y avait une vote de sanction très puissant contre Kamala Harris parce qu'elle a été perçue comme quelqu'un qui non seulement cautionnait la politique, mais allait continuer la politique. Et donc, effectivement, il y avait des soutiens de Kamala Harris qui sont passés partout en disant « Mais si vous allez voter pour Jill Stein ou Trump, enfin, tous les autres sujets qui vous importent vont être une catastrophe véritable. » Mais néanmoins, il y avait une vraie protestation et envie de montrer que le statu quo ne convenait pas. Après, ce qui est très intéressant, et c'est quelque chose que j'ai découvert pendant cette campagne-là, je ne m'étais jamais penchée sur la question, c'est qu'il y a quand même un vote arabo-américain assez important pour le Parti républicain en temps normal, entre guillemets, habituellement. Mais cette fois-ci, c'était un vote qui s'est élargi parce que ce n'était pas les mêmes...
économiquement bien sortis, donc des personnes qui ont tendance à voter pour le Parti républicain en général. Mais cette fois-ci, se sont adjointes à eux des jeunes. Et là, donc effectivement, dans certains États, et typiquement les États qui comptaient, entre guillemets, comme le Michigan, c'était véritablement un facteur de victoire pour Trump, c'est sûr. Merci. Dernière question. Bonsoir madame, merci pour cet exposé qui est vraiment passionnant. Moi j'aurais 2 questions à vous poser sur le duo Elon Musk-Donald Trump. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à terme le meilleur ennemi de Donald Trump s'appelle Elon Musk? Et la deuxième question, on parle du creusement des inégalités. Est-ce que justement ce duo n'est pas le symbole final d'une nouvelle étape de ce creusement des inégalités entre le duo et les Américains? Oui, c'est une très bonne question. Alors, le duo, on demande combien de temps ça va durer avec les deux égaux comme ça, qui ne rentrent pas tous les deux dans la même pièce, mais les deux hommes, oui. Et en plus, ils sont collés. Alors, on va voir pour combien de temps ça dure, en sachant que, là, typiquement, il y avait des sénateurs, comme j'ai évoqué tout à l'heure, qui se sont opposés à la demande de Trump de faire passer tout le monde un peu en discretos. Et Donald Trump les a appelés et il a dit, écoutez, vous venez de vous acheter un concurrent au moment des primaires et c'est Musk qui va financer. Donc, bon courage. Et si vous ne rentrez pas en ordre, ça va marcher, ça ne va pas marcher. Mais ça montre que l'homme le plus puissant désormais du monde aura également l'homme le plus riche du monde à ses côtés et ça fait un duo un peu redoutable. En fait, la question de ce binôme, par le prisme des inégalités, est très intéressante, je trouve. Et moi, je dis aussi autre chose qui parle également de la présence de Vivek Ramaswamy aux côtés de Musk, qui sont co-chefs, ce qui est assez drôle, mais co-chefs d'un truc pour réduire l'inefficacité. Bref, mais en fait, j'en ris, mais en fait, les deux hommes, ils incarnent des intérêts financiers très forts. Et typiquement, quand on commence à regarder les intérêts économiques et les priorités, je veux dire, économiques de la prochaine administration Trump, on retrouve quoi? La technologie, l'IA, la biotech. Et ce sont deux hommes qui ont fait fortune dans la technologie l'IA et la biotech. J'ai lu juste hier que la personne préconisée pour le poste de numéro 2 du Pentagone, c'est un proche de Peter Thiel qui travaille depuis des années, qui reçoit des contrats justement du ministère de la Défense américaine. Et donc il sera désormais numéro 2. Donc en fait, ce que je lis dans ces binômes-là, c'est le mélange et le conflit d'intérêts qui n'a pas forcément de contrôle à ce stade et qui est sur la sphère et qui est même parfaitement assumé. Certes, les hommes et les femmes politiques, ils peuvent être financés par des intérêts, c'est quelque chose qui existe, le lobby, ça existe, prendre des lobbies, ça existe, mais on n'a jamais vu à ce point-là aussi ouvertement assumé. Et donc, je ne réponds pas du tout à votre question, mais en tout cas, ça m'interpelle pour cette raison aussi. Merci. Merci infiniment. Merci à vous. Sciences Po.